bienvenue dans cette émission spéciale sur Women First TV. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des personnalités féminines de grande envergure. Il s'agit de Madame Sophie Gladima, ministre sénégalais du pétrole et des énergies, Madame Dieye Mariam Diop, elle est juriste, experte des collectivités territoriales et pratiquante des droits humains, et enfin Dr Fatimata Ly, sociologue basée aux États-Unis et panafricaniste dans l'âme. Mesdames, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour les gars. Merci. Bonjour Jalika. Bonjour tout le monde. Bonjour Fatou. Bonjour à vous autres. Alors, dans la première partie de cette émission spéciale sur Women First TV, nous revenons d'abord sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration qui a été instaurée pour la première fois en 1911 dans les autres continents, certainement bien plus tard en Afrique, suscitant beaucoup d'engouement, mais également énormément de folklore, disent certains. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais d'abord, très brièvement, rappelez-nous les acquis que la femme sénégalaise a obtenus grâce aux différents combats qui ont été menés. Madame le ministre, à vous l'honneur. Aujourd'hui, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes qui sont au niveau du Conseil économique et social, et nous avons aussi le droit de voter, le droit de pouvoir donner à son conjoint la nationalité. Parce qu'avant, la femme ne pouvait pas donner la nationalité à son mari. De travailler. Le droit de travail qui est un droit pour tout le monde, toutes les femmes maintenant. Bon, peut-être encore dans certains pays, ce n'est pas le cas. Et le droit de pouvoir porter le nom de son mari ou pas. Parce que là aussi, ce n'était pas tellement évident. Avant, on était obligé de porter le nom de son mari. Aujourd'hui, on a le choix de porter le nom de son mari ou pas. Mais Madame Dieye Mariam Diop, la femme sénégalaise a quand même acquis des droits non négligeables depuis les indépendances, mais elles ont toujours joué un rôle de premier plan dans la société sénégalaise et même d'une manière plus générale dans la société africaine. Je dirais que c'est vrai, et ce qu'elle a dit, c'est ça, exactement. Vous avez dit que dans la tradition, les femmes avaient voix au chapitre. C'est ce que nous disent les sociologues. Hein. Beaucoup de sociologues ont dit que dans la tradition, les femmes avaient un peu plus de pouvoir dans la participation politique. Même s'ils n'arrivaient pas qu'elles soient au premier plan, elles étaient des conseillères de l'ombre qui donnaient des conseils et elles étaient très écoutées par les tenants du pouvoir. Et il est arrivé même que les femmes soient au premier plan au pouvoir, par exemple, lors de la percée coloniale. Au Wallo, à la tête du Wallo, il y avait Ndata Yalla Mbodj qui a résisté pendant très longtemps, qui a fait face et qui exigeait que les droits sur son territoire soient respectés. Notamment le droit de passage. Elle n'offrait rien en ce moment-là aux colons et demandait à ce que le droit de passage soit payé pour les bœufs que le colon achetait de la Mauritanie et qui traversait le territoire du Wallo pour venir à Saint-Louis. Ça, c'est un exemple. Et il y en a beaucoup à travers le pays. On peut parler d'Aline Sitoé Diatta, on peut parler de Penda Molo dans la zone de Kolda et de tant d'autres. Donc, on peut dire que dans la tradition, effectivement, il a été relayé par les historiens et par les sociologues que les femmes ont eu à contribuer très hautement à l'exercice du pouvoir. Dans l'histoire contemporaine du Sénégal, votre grosse victoire a été quand même la loi sur la parité. D'ailleurs, le Sénégal est cité en exemple dans le monde entier, même si dans la mise en œuvre de cette loi paritaire, il y a des limites qui ont été relevées. N'est-ce pas, Dr Fatimata Ly? Oui, tout à fait, Lika, mais permettez-moi de revenir un peu aussi sur l'histoire des femmes par rapport à toutes les conquêtes. D'abord, c'est vrai qu'on a l'habitude au Sénégal de célébrer le 8 mars à l'instar de tous les pays du monde.
Mais juste rappeler que des femmes combattantes, comme vient de le rappeler aussi bien Madame le ministre que surtout Madame Diop, elles se sont battues et il y a eu des figures emblématiques qui peuvent nous servir d'exemple. Et je voudrais aussi en profiter pour dire que, comme Madame Fatou Sawsar, je suis aussi une femme qui aimerait bien qu'on parle beaucoup plus aussi du 7 mars, parce qu'on a vu que déjà dès 1819, il y a eu des femmes qui se sont battues, qui ont préféré mourir pour vraiment s'opposer à l'oppression des morts, pour ne pas être des esclaves. Donc les femmes de Nder. Donc je pense aussi que c'est important d'avoir des références, nos propres références, parce que l'histoire est remplie d'exemples et à tous les niveaux. Donc, c'était juste une parenthèse. Revenons sur la parité. On peut considérer cela comme un acquis, bien entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de pays qui se disent des donneurs de leçons en matière de démocratie, qui n'ont pas ce qu'on a pu avoir en termes de parité. Je pense, par exemple, à des pays comme la France et d'autres. Donc, il y a quand même des raisons d'être satisfait par rapport à cette loi. Il y a quand même des failles. Et donc, ces failles, l'essentiel, c'est qu'on essaie toujours d'améliorer, Et pour cela, je crois qu'il faut que les femmes fassent un bilan. Et le 8 mars, c'est une occasion pour qu'on réfléchisse, par exemple, sur une question comme celle de la loi sur la parité. Mais cette année, c'est un 8 mars exceptionnel. On reviendra sur ça probablement dans le débat. Madame la ministre, Dr Fatima Tali a confirmé l'existence de limites dans la mise en œuvre de la loi paritaire au Sénégal. Où se situent, à votre avis, où se situent exactement ces failles et quelles propositions concrètes pour y remédier? Bon, elle a parfaitement raison, mais comme toutes les lois, elles sont toujours modifiables et améliorables. Moi, je pense qu'il faut qu'on accepte effectivement aujourd'hui qu'il y a des failles dans par exemple, le choix. Moi, j'ai dit, mettons la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Justement. Il y a beaucoup de place pour tout le monde, mais qu'on ne fasse pas une parité pour faire la parité, un homme et une femme. Donc, déjà, ça, il faut qu'on corrige. Que ce soit pour l'homme que pour la femme, mais beaucoup plus pour nous. Parce que déjà, on est indexé. On dit qu'on nous favorise. Donc, il faudrait qu'on puisse, lorsque nous occupons certains postes, être, bon, je ne peux pas dire irréprochable. Quand je prends Caroline Faye, qui fut première députée du Sénégal, et même il y avait Aram Diène, paix à leur âme. Mais ces femmes, surtout Aram, elle n'a pas été à l'école, mais elle a représenté dignement les femmes. Tout à fait. Elle a représenté dignement les femmes. Donc, quelqu'un peut être dans un domaine et n'avoir pas fait les études. Être une bonne technicienne, mais une technicienne de terrain. Et donc, c'est là où peut-être qu'il faut corriger pour le choix. Alors, Madame Mariam Diop Dieye, Madame le ministre, tout comme Dr Fatima Tali, semble soulever un problème de compétence. Le problème, ce n'est pas seulement le nombre, c'est-à-dire 5 hommes, 5 femmes, mais il faut des compétences, des femmes compétentes à tous les postes de responsabilité et qui ont également les capacités et connaissances requises pour les diriger. Que font des associations comme la vôtre en termes de renforcement de capacité des femmes, de leadership, gestion, etc., afin qu'elles puissent valablement assumer les responsabilités et fonctions qui leur sont confiées? Nos associations sont conscientes de ce fait-là et c'est un des points positifs de la loi sur la parité parce qu'avant la loi sur la parité, la question de la compétence n'a pas été aussi agitée. Elles savent qu'elles doivent s'améliorer. Par exemple, l'association que je préside moi, l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, sa mission principale, c'est l'éducation des filles et la formation des femmes. Donc, les femmes sont très conscientes qu'elles doivent s'améliorer. Que vraiment, que c'est des compétences qui doivent accompagner la mise en œuvre de la loi sur la parité. Parce que partout, on dit que la femme constitue la solution. Et pour être la solution, il faut être bien outillé.
J'aimerais bien revenir sur les questions d'avancée des droits des femmes, hein, parce que nous sommes très fiers des avancées des droits des femmes au Sénégal et nous sommes toujours en train de revendiquer des droits. Donc, il est toujours bien, à chaque occasion, de relever les avancées. N'oublions pas l'accès des femmes aux forces de l'ordre et de sécurité. N'oublions pas les modifications du Code de la famille. Le Code a été modifié pour permettre à la femme d'être l'administrateur légal des biens de son conjoint absent, pour permettre à la femme d'exercer librement une profession. Tout ça, c'est des modifications qui ont été opérées après 1972. Nous sommes en train de revendiquer d'autres modifications pour que les femmes puissent accéder davantage à des droits, pour pouvoir vivre enfin la l'égalité tant prônée entre hommes et femmes, et qui contribuerait à coup sûr à l'équité sociale, à une paix sociale, à une meilleure contribution des femmes dans la mise en œuvre des politiques publiques et autres. Là, aujourd'hui, pour compléter, par rapport au viol, aujourd'hui, il y a la loi sur le viol qui protège, oui. Et puis aussi, par rapport à l'équité salariale, je pense que ça, aujourd'hui, il faudrait qu'on se batte effectivement par rapport à l'équité salariale. Oui. C'est vrai qu'on a eu des acquis, mais on peut avoir plus. Madame le ministre, est-ce que vous allez vous engager pleinement à mener le plaidoyer au sein de votre gouvernement pour obtenir, par exemple, une révision en profondeur du Code de la famille qui date quand même de 1972 ? Et son contexte, vous en conviendrez, est largement dépassé et les femmes, comme vous l'avez tout rappelé, ont quand même acquis beaucoup de droits. Ma collègue ministre de la Femme travaille déjà là-dessus. Si vous regardez de plus en plus dans les ministères, il y a ce qu'on appelle la cellule genre. Cette cellule genre qui prend toutes les revendications des femmes dans les ministères. C'est déjà une avancée. Dans tous les ministères aujourd'hui, nous avons la cellule genre, ce qui n'existait pas avant. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, par rapport à la disparité salariale, effectivement, il y a un groupe de travail qui est dessus. Quand vous regardez le plan stratégique qui a été donné cette année, ces points sont mentionnés là-dessus. Docteur Fatoumata Ly, c'est toujours beaucoup de passion notée quand il s'agit de code de la famille. Nous en avons d'ailleurs parlé dans une de nos précédentes éditions avec notamment le professeur Ndioro Ndiaye. Même ailleurs sur le continent, ça reste problématique. On semble souvent l'occulter, mais ce qui se passe actuellement au Mali et qui a fini d'embraser tout le Sahel, je parle bien évidemment de la situation sécuritaire, a entre autres origines les projets de révision du Code de la famille que le président Amadou Toumani Touré voulait faire adopter par l'Assemblée nationale contre la volonté des religieux, avec à leur tête l'imam Mahmoud Dicko, qui estimait que le nouveau texte accordait trop de pouvoir aux femmes. Les manifestations contre justement ce projet en 2012 ont fragilisé le pouvoir et on connaît la suite. Il y a toujours des réticences dans certains milieux quand il s'agit d'accorder plus de droits à la femme. Sociologiquement, Dr Fatoumata Ly, comment vous l'expliquez? Bon, d'abord, vous avez évoqué l'exemple du Mali. Juste rappeler que c'est quand même un cas différent du Sénégal, bien entendu, même s'il y a aussi des femmes qui sont là-bas, des femmes très braves qui se battent, mais juste faire quand même cette nuance. Je pense que on ne doit pas être surprise, nous, en tant que femmes, qu'il y ait des réticences. Parce que, dans tous les cas, tout ce qu'on a eu jusque-là, depuis très longtemps. Moi, je suis une passionnée de l'histoire et on voit que tout ce qu'on a eu comme acquis, il a fallu qu'on se batte parce que rien ne nous a été donné et rien ne nous sera donné. Donc, c'est à travers nos luttes qu'on pourra continuer d'avoir beaucoup plus d'acquis. Donc, c'est juste pour dire que les hommes ont des privilèges, ils ont envie de conserver leurs privilèges parce que c'est presque un rapport de force. Et donc, le rapport de force aujourd'hui, il est plus favorable aux hommes puisque ce sont les hommes qui ont toujours détenu la plus grande partie du pouvoir parce que nos sociétés telles qu'elles sont structurées. Mais ce n'est pas
une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Et la preuve aujourd'hui, on est là avec une femme qui est ministre d'un des départements les plus importants, mais ça ne suffit toujours pas. Il y a des femmes extrêmement valables, mais le problème le plus crucial, à mon avis, c'est que beaucoup de femmes sont en dehors du champ politique. C'est elles-mêmes qui sont réticentes vis-à-vis de la politique. Donc, je crois qu'elles ont le droit et le devoir d'investir le champ politique, de s'engager. Ça aussi, ça pose le problème de l'engagement. Il y a un moment de notre histoire, on a eu des femmes battantes. On a fait le portrait de certaines d'entre elles, comme Marie-Angélique Savané, qui a été pionnière du mouvement féministe. Mais après elle, on a eu un déclin. C'était tellement difficile pour elles de gérer aussi bien les problèmes quotidiens et également leur carrière. Certaines d'entre elles ont préféré vraiment laisser un tout petit peu l'engagement de côté pour vraiment assurer une carrière professionnelle. Oui, docteur Fatima Tali, mais permettez-moi de partager un exemple. Dans le corps de la police, notamment, il y a eu quelques années, il y a eu une forte promotion en faveur des femmes qui ont eu à occuper des postes de responsabilité. Je peux citer Koumango Hicham, Kodou Kamara, Anna Moufei, Joséphine Sarr, etc. Mais après cette génération, on a noté un déclin. Il n'y avait vraiment plus de leadership fort dans le secteur de la police, mais depuis quelque temps, fort heureusement, elles reviennent en force et dirigent de grands commissariats. Et juste pour confirmer ce que vous disiez, c'est-à-dire la problématique au sujet de la relève. Lika, si tu me permets, je voudrais quand même préciser que ce n'est pas simplement au niveau de la police. On retrouve ça au niveau de toutes les sphères, et que ce soit économique, un peu partout. C'est un choix qui a été fait. Donc, je ne minimise pas encore une fois les luttes qu'elles ont menées, mais c'est également une réalité parce que je réponds quelque part à Madame Ndioronia et professeur Ndioronia qui nous a interpellé la dernière fois pour nous dire de leur demander réellement où est-ce qu'elles ont échoué. Donc, nous, de l'extérieur, on peut également faire une analyse parce qu'on a plus de recul peut-être qu'elle, mais en tout cas en ce qui me concerne, puisque j'ai eu la chance d'être, comme je dis toujours, d'être trop jeune pour militer de manière active au sein de ces mouvements comme Yehu, mais j'ai également eu la chance d'être trop vieille par rapport aux gens de ma génération pour m'imprégner des réalités de ces organisations, de ces mouvements de femmes. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et donc, j'ai constaté qu'à un moment, c'était tellement dense en termes de débat. La relève n'a pas été assurée. Et c'est ce gap-là qu'on voit au sein de la génération et des générations qui ont suivi. Et la nôtre et celle de nos petites sœurs et de nos nièces. Madame le ministre, est-ce un échec dans la promotion des femmes? Si on regarde les acquis quand même que nos femmes leaders, parce qu'il faut les remercier, au moment où elles se battaient, les conditions ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aussi bien en termes de médias pour relayer, d'une part, mais également, d'autre part, on était dans des sociétés traditionnalistes. Moi, je ne dis pas que la femme était relayée au second plan. Non, on a joué notre rôle de mère. Notre rôle de mère et on l'acceptait. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les femmes n'avaient pas de pouvoir. Les femmes avaient le plus de pouvoir que les hommes, même dans la société traditionnelle. Parce que ce qu'une femme ne voulait pas, ça ne se passait jamais dans sa maison, à plus forte raison ailleurs. Même dans les nominations. Souvent, on interférait sans... Mais on respectait quand même nos maris. Nos mamans respectaient leurs maris et ne montraient pas l'ascendance qu'elles avaient sur leur mari. Elles faisaient prendre des décisions à leur mari, mais dans la maison, sans trop le montrer. Malheureusement, maintenant, de plus en plus, nous les femmes, lorsqu'on pousse nos maris à prendre des décisions, on le montre. Et ça dérange également l'homme. Et je pense que par rapport à ça, ces femmes leaders ont voulu apporter autre chose par rapport à notre monde qu'elles ont connu. Il y a eu des hauts et des bas, des acquis et des manquements. Et ce sont ces manquements, au moment où elles les mettaient en place, et comme l'a dit Fatou, il n'y a pas eu la relève. Et c'est ça le problème de notre pays. Ce n'est pas simplement au niveau politique, même au niveau administration. On ne prépare pas la relève pour
qu'il n'y ait pas de rupture. Quand on regarde notre administration aujourd'hui, il y a une rupture entre la manière dont les gens travaillaient avant et nous. On attend que les gens aillent à la retraite pour remplacer. Et c'est ça qu'il faut corriger. D'une part, d'autre part également, accepter que ce n'est pas le même mode, ce n'est pas la même façon de voir aujourd'hui. Regardons les réseaux sociaux. Et donc, il y a une durée de vie en chaque chose. La durée de vie à partir de 20 ans doit commencer maintenant, non seulement à penser à la relève par rapport à l'âge, mais par rapport à la technologie. Comme la question que Fatih posait pour tout à l'heure, pourquoi, à un moment donné, en dehors de cette rupture, il n'y avait pas d'autres générations qui ont suivi? Mais c'est parce que toujours, comme on dit, on aime le pouvoir et on reste sur le pouvoir. Senghor est parti à temps. Senghor est parti à laisser à quelqu'un d'autre. Donc, même dans les associations, c'est ce problème que nous avons. Quelqu'un qui est président d'une association pendant 30 ans, mais c'est tout à fait normal et légitime que les autres ne veuillent pas suivre parce que ce n'est plus les mêmes réalités. Donc, nous devons essayer de changer les choses. Après certains mandats, on doit partir. Merci à tous nos invités. Nous allons aborder toutes ces questions dans la seconde partie de notre émission sur Women First TV. Ce sera juste après cette courte pause.